Bonjour et bienvenue dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Aujourd'hui, gros programme, nous commencerons avec Emma qui nous parlera des effets de l'alcool. Ensuite, nous retrouvons Nicolas et sa chronique sur l'histoire d'amour entre les sciences et le cinéma. Suivi de Magali qui présentera sa chronique sur les virus et le sida. Nous aurons après Nora qui tentera de répondre à la question « Est-ce que planter des arbres suffirait-il à atténuer l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère ?» Juste après, nous aurons une nouvelle, Caroline, qui nous présentera l'utilisation des cellules souches pour soigner Parkinson. Et enfin, nous terminerons sur un quiz qui portera sur les fake news, fait par Florian. Vous êtes avec nous pendant 1 heure, et ça commence tout de suite. Il est 16h et c'est à Emma de commencer cette émission pour nous parler d'alcool. Oui, alors je vais parler des effets de l'alcool, et pour commencer, juste... Donc l'alcool, c'est une véritable intoxication. Quand tous les étudiants vont en soirée, on parle de vésalgie. Donc pour l'anecdote, ça vient du norvégien kveis, qui est un inconfort succédant à la débauche, et alga qui veut dire douleur. On connaît tous les symptômes le lendemain matin, les maux de tête, les vertiges, les vomissements, et l'idée dans la tête qu'on se met de ne plus jamais boire. Mais non, ça nous arrive jamais. Il y en a à qui c'est déjà arrivé, je pense. Donc en fait, pourquoi on a tous ces symptômes le lendemain matin, et qu'est-ce qui se passe pendant la soirée ? Donc l'ingestion d'alcool, en fait, elle va ouvrir des récepteurs sur les neurones dans le cerveau, donc les cellules nerveuses, et va y avoir une entrée massive de chlore dans le cerveau qui va donner l'effet donc de désinhibition de l'alcool et la confiance en soi, le déstressage intense. Et en plus de ça, ça va perturber l'oreille interne. Donc l'oreille interne, il y a un liquide dedans qui fonctionne comme un niveau et qui vous dit vous vous tenez droit, vous êtes penché, vous êtes couché. Et l'alcool, en fait, va donner au cerveau l'impression d'être penché alors qu'on se tient droit. Donc c'est ce qui engendre les pertes d'équilibre et le fait qu'on titube quand on boit trop. Et les nausées aussi peut-être ? Parce que je sais que le liquide là, il est aussi responsable des nausées, par exemple en voiture. Ouais, c'est ça. Parce que justement, tu bouges, mais t'as l'impression de pas bouger parce que toi, en soi, t'es statique et du coup, c'est ça qui fait que t'as le mal de transport. D'accord. Donc c'est aussi les nausées en soirée. Donc le foie, en fait, c'est l'organe clé quand on boit. Il essaye de réguler tout ce qui se passe. Donc ça commence en fait avec l'éthanol, qui est une molécule, donc la molécule d'alcool, qui est toxique. Donc du coup, le foie va essayer de la transformer en molécule moins toxique. Et pour ça, il va utiliser donc une molécule qui va transformer l'éthanol en éthanal. Sauf que problème, l'éthanal c'est encore plus toxique que l'éthanol. Comment ça se fait qu'il fasse ça dans... C'est un procédé en plusieurs étapes en fait. Et pour le détruire. Ouais, pour détruire l'éthanol, il faut passer par l'éthanal. D'accord. Ça s'appelle le métabolisme. Et l'éthanal va être remétabolisé encore une fois en acide acétique, qui lui est enfin inoffensif. Donc ça, c'est ce qui se passe quand on boit peu. L'éthanol est transformé en éthanal, en acide acétique, et on n'en parle plus, tout va bien, on finit sa soirée tranquillement. Sauf que quand on fait des grosses soirées étudiantes, forcément, on boit beaucoup plus que de raison. Et là, en fait, le foie, il n'aura pas le temps de transformer l'éthanal en acide acétique. Donc du coup, l'éthanal va diffuser dans tout le corps. Et le seul moyen qu'on a, c'est de faire tout ressortir. Donc voilà. Ou sinon, il y a quand même... en fait, l'alcool va bloquer la sécrétion de l'hormone antidiurétique. Donc du coup, c'est l'envie d'aller aux toilettes tout le temps quand on boit, en fait. Et donc l'alcool va ressortir par les urines aussi. Et ça engendre une grande déshydratation. La déshydratation va entraîner le mal de crâne du lendemain matin. Donc si vous voulez éviter la gueule de bois du lendemain matin, il faut boire énormément d'eau avant d'aller se coucher. Et pour du coup l'anecdote, plus de 50% des personnes asiatiques ne possèdent pas l'enzyme qui transforme l'éthanal en acide acétique. Voilà. Ah, donc pour eux c'est super dangereux au final. Ouais, pour eux c'est dangereux et c'est violent le lendemain, je pense. Merci Emma, et n'oubliez pas que l'alcool se consomme avec modération. On fait une pause avec Goldfish et leur titre Light Night People, puis nous retrouvons Nicolas pour nous parler de cinéma et des sciences. Bon retour sur Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. C'est à Nicolas de nous présenter son sujet sur l'histoire d'amour entre les sciences et le cinéma. Oui, merci Corentin. Alors, inventé en 1895 par les frères Lumière, comme je suppose vous l'avez déjà vu en cours, le cinématographe a apporté une petite révolution dans notre société moderne. Je pense qu'ici, tout le monde a déjà regardé un film, que ce soit une fiction ou un film historique. Et pourtant, cette invention, bien qu'étant une avancée scientifique incroyable pour l'époque, n'a pas du tout plu à de nombreux scientifiques. Et donc, 5 ans plus tard, en 1900, pendant l'exposition universelle, il y a de nombreux scientifiques qui se sont un peu révoltés contre le cinématographe et l'ont même qualifié de spectacle de foire.
Et c'est pour ça qu'au début des années 1900, il y a de nombreux hommes qui se sont limite battus pour essayer de lui changer cette image et d'essayer de travailler avec des cinématographes. Donc bien qu'aujourd'hui on trouve de nombreuses œuvres cinématographiques qui mêlent science et cinéma et qui font des contenus de très très bonne qualité, hein. Je pense à de nombreux films documentaires dont vous avez peut-être déjà entendu parler, par exemple Sur la Terre des dinosaures, Microcosmos ou l'Odyssée de l'espace, qui sont ou alors étaient lors de leur sortie des références en termes de science et d'avancées scientifiques. Il y a également de nombreux films de science-fiction aussi, donc notamment Interstellar, qui font appel à de véritables scientifiques pour que leur film soit cohérent. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que le consultant pour Interstellar, c'était un Nobel de physique d'il y a quelques années. Ouais, sur les ondes gravitationnelles en 2017. Donc voilà, certains films s'équipent de scientifiques, mais d'autres utilisent quand même de nombreux clichés qui sont parfois des abominations scientifiques, on va dire. Donc dans cette nouvelle... Vas-y, balance des noms. Coucou Michael Bay. C'est donc dans cette nouvelle série de chroniques que je vais recenser des anecdotes ou des figures récurrentes de certains films et de certaines scènes aussi qu'on retrouve, je trouve, un peu trop souvent au cinéma et qui sont vraiment scientifiquement discutables, voire fausses. Donc là j'ai préparé une petite liste, donc j'expliquerai brièvement les incohérences, mais dans les prochaines chroniques je me concentrerai sur quelques-unes d'entre elles que je verrai plus en profondeur. Donc ça va être peut-être dès dont je vais parler aujourd'hui, mais aussi ça va pouvoir être des nouvelles anecdotes. Donc du coup, pour vous faire participer un peu, je voulais vous demander si déjà comme ça vous aviez des idées de certains trucs plus ou moins scientifiques qu'on trouve souvent dans les films. Les dinosaures de Jurassic Park. Comment ça, la façon dont on les a créés, c'est ça ? La façon de les voir, est-ce qu'ils étaient réellement comme ça ou... C'est le dilophosaure, il avait pas de collerette. Ou on sait pas en fait. Oui, ou comme les vélociraptors qui apparemment auraient eu des plumes. Ouais, et d'ailleurs dans Jurassic Park, c'est pas des raptors, c'est des Deinonychus. Mais le truc, c'est que le nom il claque pas quoi. Donc Vélociraptor. Et tout ce qui est aussi... tout ce qui se passe dans l'espace, il y a beaucoup de... Enfin, même moi qui m'y connais pas beaucoup, j'arrive à avoir des erreurs parfois dans l'espace. Genre on entend du bruit dans le vide. Coucou Star Wars. Mais il y a pas Gravity Après, aussi, il y a eu tout un truc Ouais, où, après ça, Ouais. c'est plus pour que le spectacle. film oui voilà, parce que tout le monde sait qu'il y a pas de bruit dans l'espace, mais un film genre où il y a aucun bruit ou quoi, même, enfin... Ouais, mais alors pour Gravity, je sais plus quelle était l'erreur, mais le problème c'est que le film était en dehors, je trouvais vachement bien fait jusqu'à ce qu'il y ait une erreur. Alors je sais plus du tout quelle erreur, mais il y a quelque chose qui t'a sorti du film. quoi. ouais, genre c'est triste. Aussi, moi je dirais les voitures qui explosent, ou tout ce qui est, enfin les engins à moteur qui explosent pour rien. C'est vrai. Ou même les gens qui meurent, qui prennent 3 heures à mourir dans une Genre, fin héroïque. Les méchants qui se prennent un coup dans la tête et qui meurent alors que le héros il se prend 10 balles et voilà. il est toujours debout, ouais. Il y a des choses comme ça. Du coup, juste pour revenir à Jurassic Park aussi, ça rejoint un peu ce que Flo il a dit au niveau du spectacle. C'est que Jurassic Park, normalement Jurassic c'est une période, sauf que tous les animaux qu'on voit dans Jurassic Park ils vivaient pas du tout à la même époque. Oui, c'était du Crétacé. C'est ça. La plupart, oui, c'est ça. Et donc du coup, je vais vous en rajouter quelques-uns. Vous allez peut-être acquiescer ou pas. Donc déjà, un truc dont on parle souvent aussi en ce moment, c'est par exemple les silencieux sur les armes à feu. Je suis pas un expert des armes à feu, hein, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que si on met un silencieux et qu'on tire avec une arme à feu, ça fait pas juste un petit bruit feutré comme ça. Hein. Tu peux nous faire un exemple? Un bruit de fléché, enfin... ce Oui, genre c'est de ça, bruit. oui, c'est ça, un petit bruit, un tout petit peu plus fort dans les films, mais en vrai ça fait quand même un certain bruit parce qu'on peut pas totalement baisser le son du coup de la balle en fait qui va plus vite que la vitesse du son, donc du coup qui casse le mur du son, qui fait quand même un assez Ouais, gros du coup, bruit. il y a un gros bang. C'est ça, pas un gros bang, mais ça réduit, mais pas du tout comme dans la plupart des films. Sinon il y a aussi quelque chose qu'on voit pour ceux qui lisent des BD, notamment dans Tintin, qui se fait toujours assommer avec un coup derrière la tête et qui 10 minutes après il se relève, qui a juste un peu mal à la tête et c'est reparti, et 3 pages plus tard il se refait assommer et il va tout bien. Il y a des choses qui s'appellent les traumatismes crâniens et qui sont pas très très crédibles. D'autres choses qu'on voit aussi dans pas mal de films qui j'en ai pas trop vu parler sur internet, mais qui moi si m'interpelle, c'est je sais pas si vous êtes déjà baladé en forêt, vous avez déjà frappé dans un arbre.
Alors les gens qui se font projeter contre un arbre et qui explosent le tronc, non, c'est pas possible. C'est vous qui vous éclatez contre l'arbre. Et voilà. Et du coup, je vais terminer aussi avec... donc je reviens sur les armes à feu. C'est le recul sur les armes à feu. Les gens qui prennent un AK-47 dans chaque main, qui tirent, qui continuent à avancer en tirant... Mais même juste les pistolets, je crois, dans Lara Croft, il y avait un... C'était pas possible, par exemple. Oui, tu peux pas viser même une arme classique. Alors, je sais pas c'est quoi l'arme de base d'un policier, mais oui, vous les voyez, ils les tiennent à 2 mains. Mais du coup, même dans les films, le prendre à une main, tirer un bout de bras, vous prenez quand même un gros recul dans la tête, qui dans quasi tous les films, on voit pas du tout l'effet du recul, par exemple. Pour aujourd'hui, ce sera tout. Je vous retrouve dans 2 semaines si ces quelques anecdotes vous ont plu et que vous voulez en savoir plus. Merci Nicolas, donc on va faire une pause avec Georges Ezra avant de découvrir la chronique de Magali sur le virus du sida. Bonjour ou rebonjour, vous êtes sur Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fudget. Nous en sommes à Magali pour discuter du virus du sida. Alors je vais parler donc du virus du sida, mais je vais surtout parler donc des traitements contre le sida. Alors, le sida, déjà c'est le syndrome d'immunodéficience acquise, qui est donc une maladie causée par le virus d'immunodéficience humaine. Alors c'est une maladie qui se caractérise par une défaillance du système immunitaire, notre système de défense contre les micro-organismes extérieurs, permettant à d'autres maladies ensuite, dites maladies opportunistes, de se déclarer chez nous, provoquant notre décès. Enfin, si on était atteint donc du sida. L'apparition de ces maladies opportunistes, on les a vues dès les années 1980, et c'est en 1984 que les premiers séquençages du génome du VIH sont effectués, permettant d'identifier la souche virale. Donc le séquençage d'un génome, c'est donc de l'étude de l'ordre des bases dans l'ADN. Et les bases, donc c'est les molécules qui constituent l'ADN. Donc en gros, le séquençage, c'est lire l'ADN en fait. Et alors déjà, le VIH peut se transmettre de différentes manières. Il peut se transmettre lors de rapports sexuels, de contact avec du sang contaminé, ou d'une grossesse, donc de la mère à l'enfant. Dans les 2 premiers cas, il est possible de traiter l'infection rapidement après contact. Il faut se rendre à l'hôpital dans les 4 heures précédant le contact afin d'évaluer les risques et de commencer un traitement. Si un délai de 48 heures est dépassé, il est déjà trop tard. Et donc il existe plusieurs traitements contre le sida qui ont utilisé et qui peuvent aujourd'hui ne plus être utilisés. Mais il y en a un récemment qui est sorti, je crois, il y a moins de 10 ans. Oui. Et du coup, donc, depuis l'apparition de cette pathologie, plusieurs traitements ont été utilisés. Donc tout d'abord, il y a eu la méthode AZT. Alors la méthode AZT, c'est le fait d'utiliser... Donc déjà, lorsqu'un virus infecte une cellule, son ADN, donc la molécule portant l'information génétique, entre dans le noyau de la cellule qu'il a infectée en fait. Donc dans la cellule hôte. Et il s'y fait répliquer. Donc c'est-à-dire qu'il va être recopié en fait. Donc on aura plusieurs molécules d'ADN après la réplication. Cela permet ensuite donc la libération de nouveaux virus, donc de nouveaux VIH, par la cellule. Et du coup, c'est quoi juste le VIH, c'est le virus, le sida, c'est la maladie? C'est ça. Et donc la méthode AZT consiste à utiliser des molécules ressemblant fortement aux bases constituant l'ADN, donc aux lettres que l'on lit lors du séquençage, afin de tromper la machine de réplication. Donc les ADN qu'on aura suite à la réplication avec de fausses bases ne pourra pas engendrer la suite des étapes, et du coup, le virus ne pourra pas être libéré en fait. Parce qu'en fait, l'ADN, une fois qu'il a été répliqué, va être transformé entre gros guillemets, en protéines. Voilà. Et du coup, si l'ADN contient des bases qui sont fausses, il pourra pas être lu et les protéines pourront pas être synthétisées. Et donc ça va bloquer en fait la production des virus. Alors le problème, c'est que ces fausses bases vont être aussi intégrées dans notre ADN, et du coup, on produira pas non plus nos protéines. Et en fait, c'est du coup mauvais pour le virus et pour nous aussi. Voilà, j'espère que j'étais assez clair sur le premier traitement. Oui, en gros, c'est un traitement qui attaque le VIH, mais peut aussi s'attaquer à nous au final. Oui, voilà, c'est ça. Ça fait pas la différence entre l'ADN du VIH et notre ADN. Donc, un second traitement a été mis en place. Alors là, c'est un peu plus complexe, c'est un traitement antiprotéase. Donc, comme je vous l'ai dit, l'ADN, après avoir été répliqué, va être transformé en protéines. Certaines de ces protéines vont être ensuite maturées, donc c'est-à-dire qu'elles vont être activées. Donc, quand elles sont formées après l'ADN, elles sont inactives, elles sont inoffensives, elles ne peuvent rien faire. Il faut qu'une autre molécule arrive pour la rendre active. Et c'est cette molécule qui s'appelle la protéase. Ce traitement-là va s'attaquer en fait à cette protéase pour l'empêcher
d'agir. Et du coup, les protéines qui vont être formées ne pourront rien faire parce qu'elles resteront inactives en fait. Ça s'attaque à la protéine qui active les autres, Ouais, Ok. c'est ça. À l'enzyme en fait qui va activer L'enzyme, les protéines. D'accord. Et donc l'enzyme, c'est ça qui va. Donc c'est une molécule qui va aider la maturation en fait, qui va aider l'activation des protéases, enfin des protéines pardon. Et du coup, l'ADN du virus, il pourra pas sortir parce il peut pas sortir tout seul en fait. Il faut qu'il soit enrobé dans des protéines. Et ces protéines-là, si elles sont pas actives, elles peuvent pas enrober l'ADN et du coup, le virus peut pas être. Mais du coup, il reste dans la cellule et il meurt ou Ah oui, non mais il sert plus à rien. Enfin l'ADN, s'il sort pas, il sert à rien. Enfin, il est juste répliqué à l'infini et il crée des protéines inutiles et puis. Il risque pas de faire exploser la cellule, par exemple, ou des choses comme ça? Pas que j'ai vu. Ce serait très violent. Et alors le dernier traitement que j'ai trouvé, donc c'est la trithérapie. Donc c'est un traitement qui en fait va utiliser plusieurs traitements. Donc trithérapie, 3 traitements. Technique, ouais. Voilà. Et du coup, ça permet d'attaquer en fait le VIH sous plusieurs fronts en fait. Voilà. On est passé à un autre degré de guerre. C'est assez violent maintenant. Et du coup, ce troisième traitement a été introduit en 1996. Et depuis, l'espérance de vie des personnes infectées par le VIH a augmenté de 10 ans. Donc ce qui est quand même conséquent, et c'est aujourd'hui ce qui est encore utilisé. Et en fait, ce traitement, il permet de vivre en bloquant donc l'avancée du virus dans l'organisme, un peu comme les 2 autres, du coup. Sauf que là, c'est plus complexe et je rentrerai pas dans l'explication, parce que c'est... Et du coup, les 2 autres... ça le soigne pas, ça le bloque. Oui, alors il est impossible de me soigner On le n'a pas les VIH. connaissances pour Non, l'instant. et alors, je l'ai pas écrit, mais il me semble que c'est ça. Le virus mute énormément, et il est impossible en fait de trouver un traitement qui soit contre le VIH, parce que Ouais, il change Ouais. rapidement et on peut pas il change beaucoup trop de forme et c'est impossible de l'attraper en quelque sorte. C'était donc les 3 traitements qui sont utilisés principalement contre le VIH. Eh ben merci Magali. Maintenant, on va tout de suite faire une pause avec C2C avec leur titre Happy, puis nous écouterons la chronique de Caroline sur les cellules souches capables de soigner la maladie de Parkinson. A tout de suite. Bon retour dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Nous en sommes à Caroline qui va nous parler de cellules souches et de maladie de Parkinson. En effet, donc ce que je vais vous présenter, ça s'appelle la thérapie cellulaire. Donc c'est une thérapie qui se base sur la technologie des cellules souches. Donc ce traitement justement va pouvoir soigner plusieurs maladies, donc comme justement la maladie de Parkinson. Donc je vais vous expliquer justement ce qu'est une cellule souche. Donc une cellule souche, c'est une cellule donc qui est indifférenciée, ce qui veut dire qu'elle n'appartient pas à un tissu en particulier. Donc ces cellules, elles ont la capacité donc par la suite de se différencier en n'importe quelle cellule de l'organisme. Comme par exemple un neurone ou une cellule d'un tissu musculaire, peu importe, elles peuvent vraiment donner tout type de cellules. Donc ce type de cellule est retrouvé essentiellement chez les embryons, mais aussi dans certains de nos tissus, mais en moins grande quantité. Il existe aussi d'autres méthodes pour obtenir, donc grâce déjà à partir d'une cellule différenciée, une cellule souche, mais ces techniques restent assez complexes, coûteuses et qui ont donc un rendement assez moindre par rapport aux cellules pris d'un embryon. Donc grâce à toutes ces propriétés, donc justement les cellules souches peuvent régénérer ou recréer un tissu en entier. Donc maintenant je vais rapidement vous parler un peu de la maladie de Parkinson. Donc c'est une maladie qui est dite neurodégénérative chronique et cette maladie se traduit par la perte progressive des neurones qui entraîne différents troubles comme les tremblements ou des mouvements qui sont ralentis. Les causes de cette maladie sont encore donc mal connues et à ce jour il n'existe aucun traitement curatif, seulement des traitements donc, pour diminuer les différents symptômes que cette maladie provoque à l'aide principalement de médicaments à base de dopamine. Mais ce traitement donc, a des conséquences sur le long terme. C'est pourquoi des chercheurs essayent de trouver une alternative à ce traitement, comme par exemple la thérapie cellulaire. Et c'est ce que décrivent donc ces chercheurs dans un journal qui se nomme Journal of Parkinson Disease. C'est un journal international qui est multidisciplinaire, donc qui touche tout, vraiment qui touche donc la biocell, de la génétique, vraiment. Et ça, c'est genre vraiment un recueil de toutes les publis scientifiques sur les traitements pour Parkinson. Ce traitement, de la thérapie cellulaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, utilise donc la technologie des cellules souches. Ce traitement consisterait à une greffe de cellules souches chez le patient, qui permettrait d'utiliser ces dernières en tant que cellules nerveuses. Et cette greffe donc, pourrait durer toute la vie, et ainsi réduire, voire éviter totalement la prise de médicaments à base de dopamine. Et du coup, tu les trouves où tes cellules souches, à la base? Justement, je vais l'expliquer tout à l'heure, mais il y a quelques problèmes justement du fait
de la production de cellules souches, parce que soit on prend des embryons de personnes qui ont avorté, qu'on perd le bébé, des personnes qui veulent bien donner l'embryon à la science, ou soit, donc comme une technologie que je vous expliquerai tout à l'heure, qui a été mise au Japon en 2018, qui est toute récente. Donc comme je l'ai dit, ça pose de nombreux problèmes, comme les cellules souches donc récupérées sur des embryons peuvent être instables et aussi donc justement on a des problèmes de production et ces cellules sont toutes différentes, donc on a du mal à les gérer. Et aussi on a eu un deuxième problème justement suite à ces greffes, parce qu'il y a déjà quelques patients dans le monde qui ont bénéficié de ces greffes et qui sont donc que les patients développent des mouvements incontrôlables. Donc on ne sait pas expliquer pour l'instant. Donc justement, il existe donc une alternative justement au fait de la production de cellules souches. Donc on n'est pas obligé de le prendre sur des embryons, malgré que pour l'instant c'est la seule production qu'on est à peu près stable entre guillemets en niveau de quantité. Il existe donc maintenant, grâce aux technologies actuelles, une possibilité donc de cultiver des cellules nerveuses et de pouvoir en produire à partir d'une seule, en produire plusieurs, ou de produire donc ce qu'on appelle des cellules souches dites pluripotentes induites. Donc c'est une cellule où on induit justement cette indifférenciation à partir de cellules sanguines ou de cellules cutanées d'un donneur. Et c'est justement donc ce qui a été fait au Japon en 2018, c'est vraiment les tout premiers essais cliniques de transplantation justement d'un donneur sain à une personne qui avait cette maladie. Donc on peut conclure que vraiment ces cellules souches représentent un grand espoir pour la maladie, mais pas seulement la maladie de Parkinson, vraiment on pourrait soigner plein d'autres maladies ou même éviter des grandes listes d'attente pour des greffes et qui seront des greffes aussi plus stables que d'un donneur autre. Merci Caroline, on fait tout de suite une petite pause avec Justice et le titre Dance avant de retrouver Nora qui va tenter de répondre à la question: est-ce que planter des arbres suffirait-il à atténuer l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère? A tout de suite. Bienvenue dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. C'est au tour de Nora de nous dire s'il est possible d'atténuer l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère en plantant des arbres. Et oui, une grande question que je vais vous poser aujourd'hui. Alors les forêts sont décrites comme des puits de carbone. Lors de leur croissance, les arbres accumulent de la biomasse grâce à la photosynthèse, sous forme de branches, de feuilles ou encore de racines, et stockent donc le carbone capté. Face à l'augmentation rapide du taux de CO2 atmosphérique due aux activités anthropiques, pardon pour les climato-sceptiques, il est urgent de trouver des alternatives permettant de compenser, sinon réduire nos émissions de dioxyde de carbone. Les forêts semblent donc être une bonne solution. Cependant, le problème est bien plus compliqué que cela, puisqu'il induit de nombreux autres facteurs et paramètres que l'on tente à oublier. Revenons à la base. Partons d'un jeune peuplement qui croît sans l'action de l'homme. Au départ, les pousses sont toutes petites et n'absorbent pas beaucoup de CO2. Cependant, en grandissant, la production primaire brute, c'est-à-dire la photosynthèse, va augmenter. Les arbres vont croître en hauteur et en diamètre, faire des branches, élonguer leurs racines, etc. Ainsi, une jeune forêt en pleine croissance joue bien le rôle de puits de carbone. Elle absorbe beaucoup de CO2. Mais voilà, passé les 100 ans environ, lorsque la forêt a atteint sa maturité, cette tendance diminue. Les arbres croissent moins à cause de divers facteurs. Par exemple, le fait qu'ils ne peuvent pas grandir indéfiniment pour des problèmes physiques de flux de sève, ou encore à cause de la compétition qui fait mourir certains arbres. De ce fait, la forêt mature va absorber à peu près autant de CO2 qu'elle n'en rejette. Ou plus précisément, elle va absorber autant de CO2 que n'en rejettent les organismes décomposeurs qui s'attaquent au bois mort, ainsi que tous les autres organismes qui respirent. On voit donc là qu'il y a un phénomène de seuil. Un peuplement jeune va jouer le rôle de puits de carbone, tandis qu'un peuplement vieux va jouer le rôle de stock de carbone. Il ne grandit plus, mais tant que l'on n'y touche pas, que la mortalité n'est pas excédente, ou encore qu'il n'y a pas d'événement majeur comme un incendie, alors tout le carbone accumulé reste dans les arbres. Autrement dit, le peuplement atteint un équilibre. Seulement voilà, on le sait bien, un pareil modèle n'existe pas, et il y a bien sûr des paramètres qui changent. Prenez par exemple ce dont je vous ai parlé lors de l'émission précédente. Une dégradation des forêts entraîne une diminution du stockage de carbone des arbres. Mais il y a un autre phénomène qui fait l'effet inverse, l'augmentation du CO2 atmosphérique. Et oui, le problème qui nous pend au nez est en fait en quelque sorte bénéfique, du moins du point de vue de la capacité du stockage du carbone, puisqu'un peuplement mature peut se mettre à stocker de nouveau du carbone si le CO2 atmosphérique augmente. Alors bon, on se dit super, la solution est toute trouvée. Il faudrait planter des forêts et cela compenserait nos émissions sans même qu'on ait à bouger le petit doigt. Oui, mais non.
Une nouvelle étude présentée le 16 février auprès de l'Association américaine pour l'avancement des sciences indique qu'il faudrait planter 1200 milliards d'arbres supplémentaires pour capter plus de CO2 que l'on en rejette. En plus des bénéfices sociaux et culturels que cela apporterait, ce projet permettrait en effet de venir compléter l'action des 3000 milliards d'arbres déjà présents sur Terre afin de stocker massivement du dioxyde de carbone. Les chercheurs précisent cependant un point très important. Il s'agirait de planter ces forêts sur des terrains abandonnés. En superficie, cela représenterait 30 fois la France, un grand espace donc. Mais où trouver la place ? Eh bien là aussi c'est compliqué, car le changement d'utilisation des sols peut être bénéfique ou néfaste quant au stockage du carbone, dépendamment de ce que l'on fait. Ainsi, si l'on convertit des terrains abandonnés en forêt, comme les chercheurs le préconisent, ou bien des terres agricoles, alors oui, on peut parvenir à stocker plus de CO2 qu'à l'accoutumée. En revanche, si l'on convertit une prairie en forêt, alors il n'y a pas de gain, voire même une perte de la capacité de stockage. Cela est dû au fait que la majorité du carbone est stocké dans le sol. Et oui, après vous avoir tout raconté à propos de cette histoire des forêts qui jouent le rôle de puits de carbone, il faut savoir qu'en fait, la grande partie du carbone absorbé est stocké en sous-sol, dans les racines, l'humus ou encore les micro-organismes qui y vivent. Ainsi, si l'on veut effectivement utiliser les forêts comme puits de carbone, il faudrait boiser des millions d'hectares de terres agricoles. Une idée un peu folle dans le contexte que l'on vit actuellement, avec une augmentation de la population que l'on doit bien nourrir. À cela s'ajoutent des paramètres climatiques et de gestion forestière qui peuvent faire jouer la capacité de stockage des forêts. En conclusion, je voulais donc souligner le fait que non, il n'existe pas de solution miracle face à notre problème. Planter massivement des forêts ne résoudra pas forcément l'augmentation du dioxyde de carbone atmosphérique. Cependant, les connaissances et les recherches faites nous apportent des pistes. À nous donc de prendre la bonne décision. Voulons-nous tenter de gommer nos émissions tout en continuant de vivre dans le même modèle, ou ne pourrions-nous pas plutôt stopper le problème à la source en diminuant nos émissions de CO2 ? Et si vous voulez aller plus loin, je vous conseille d'aller voir le très bon blog de Jean-Marc Jancovici, qui est un spécialiste du cycle du carbone et qui explique de façon très détaillée et très compréhensible tous les phénomènes liés au carbone sur Terre. Eh bien super Nora. Donc on va s'arrêter là, on va faire une pause avec Breakbot et après on écoutera le quiz de Florian sur les fake news. Bienvenue dans la dernière partie de Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Nous écoutons Florian pour nous faire un quiz sur les fake news. Voilà, alors on en a déjà fait un dans l'émission, mais je vais quand même rappeler le concept pour ceux qui y seraient pas allés. Donc je vais vous donner une suite d'affirmations, donc scientifiques, et vous devrez me dire juste si c'est fake news ou pas fake news. Donc basiquement vrai ou faux. Donc sans plus d'introduction, on va commencer. Alors première affirmation, les prix Nobel, il y en a un dans chaque matière, enfin dans les grosses matières scientifiques. Il y en a un en physique, en chimie, en médecine, etc. Mais il n'y en a pas en maths. Alors moi je vous dis, le prix de Nobel de maths n'existe pas parce que la femme de Monsieur Nobel aurait eu une aventure avec un mathématicien. Fake news ou pas fake news? On est dans Voici là. C'est exactement ça. Tabloïd. Bah alors qui pour oui, qui pour non? Non, ça a l'air faux quand même. Vache. Moi, je pense que C'est vrai, je crois. Ça a l'air gros. moi, je dis que c'est faux. Ouais, mais j'en ai déjà entendu parler. Hein. Ok, du coup l'affirmation est fausse. En fait, il y a jamais eu, Alfred Nobel n'a jamais été marié et en fait, il n'y a pas de prix Nobel de maths parce que Nobel, quand il a créé ses prix, il voulait récompenser les avancées qui apporteraient quelque chose à l'humanité. Et il considérait que les maths ne faisaient pas partie de C'est un peu violent quand même. Sympa. Oui. Que les maths ne faisaient pas partie de ça. C'est pire comme raison, quoi. C'est clair. Peut-être. Et par contre, en contrepartie, il y a des prix Nobel de maths qui sont aussi prestigieux. Par exemple, il y a la médaille Fields qui date de 1923, qui est décernée tous les 4 ans, il me semble. Ou par exemple le prix Abel en 2001. Maintenant, donc deuxième affirmation, on va parler d'environnement. La France produit en un an 800 millions de tonnes de déchets. Donc fake news ou pas fake news? Est-ce que tu peux nous donner des échelles dans d'autres pays de chiffres? Non. Ce serait trop facile. Non. Je sais pas, parce que Exactement. genre 100 millions, moi ça me parle pas, enfin je sais pas. Bah 800 millions de tonnes. Ce qui fait beaucoup. En un an. Ce qui fait 8000 milliards de kilos, je crois, un truc comme ça. Ouais, ça doit être possible. Ça me paraît un peu trop peu. Moi, j'allais le dire, moi, ça me paraît peu. Après, il y a combien d'habitants en France? Il y a genre 60 millions, non? 66 millions. Un peu plus, ouais. Mais si ça c'est vrai, alors qu'est-ce que c'est Du pour coup, les ça fait États-Unis plus de 10 ou- tonnes par personne. Si c'est 800 millions. Moi, je trouve que c'est rien en un an. Ah si, en fait, ouais, il y a moyen. Moi je pense que c'est plus en vrai. Ouais, moi aussi. Ouais, 10 tonnes par Moi, je personne, c'est dirais déjà aussi beaucoup. plus parce qu'avec tous les déchets plastiques qu'on a, tous les emballages et tout, ça monte vite, je pense. Ok, alors en fait, c'est vrai. Donc c'est 800 millions de tonnes de déchets pour toute la France, ce qui représente
25 360 kg par seconde et l'équivalent de 600 kg par habitant. Et du coup, c'est les déchets aussi industriels. Oui, c'est ça, oui. D'accord. Donc c'est comptant pas par personne au final. Non, c'est pas ménager. Ouais. Oui, voilà, c'est pas juste les déchets que vous jetez à la poubelle, quoi, en gros. Alors, troisième affirmation, déjà une petite question avant, est-ce que vous connaissez les Ig Nobel ? Pas du tout. C'est les prix qui sont décernés aux inventions les plus stupides. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. En gros, c'est un peu l'autre côté des prix Nobel. Donc, vous avez les prix Nobel qui récompensent les bonnes recherches et les Ig Nobel qui récompensent les recherches, pas qui servent à rien, mais en fait, on se demande pourquoi ils ont fait cette recherche-là. Où ils ont eu le financement. Ah oui, t'en avais pas parlé avec l'histoire du chat liquide là. Oui, c'est ça. Là, dans le dernier quiz, j'avais fait une question sur un sujet des Ig Nobel. Et donc, contrairement aux prix Nobel, il y a des Ig Nobel partout. Enfin, dans toutes les, ça peut être médecine, maths, nutrition, biologie, etc. Donc mon affirmation, c'est la suivante. Que le Ig Nobel de 2018 en médecine, c'est l'influence des sauts en parachute pour lutter contre les calculs rénaux. Fake news ou pas fake news ? Ça a l'air utile comme recherche. C'est le principe des Ig Nobel, voilà. Bah non, mais utile, pas inutile. Ah, c'était pas ironique. Oui, Non. Non. Donc tu réponds quoi ? Comme les autres. J'attends. Moi je pense que c'est tellement précis, ça doit être vrai. Ouais, c'est hyper loufoque, donc moi je dirais vrai aussi. Ouais. Ok, alors c'est faux, parce que c'était pas les sauts en parachute, mais les grands 8. Voilà, donc c'est une étude, donc les montagnes russes. Donc c'est une étude qui a été faite par 2 Américains. Et donc pour ça, ils ont regardé l'évolution des calculs rénaux dans une personne qui a fait 20 tours de Big Thunder Mountain Railroad. Donc c'est un grand 8 à Disneyland, Aux à États-Unis. Orlando. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ils avaient Oui, après j'ai que lu l'abstract, enfin le résumé, je veux dire. Et donc ils détaillaient pas les méthodes expérimentales qui sont utilisées. Mais ils ont mesuré ça sur 20 tours de grand 8. Voilà. Affirmation suivante, maintenant c'est de nouveau environnement. Selon le GIEC, donc c'est le groupe international d'experts sur le climat, la température mondiale va augmenter de 4,8 degrés d'ici 2100. Fake news ou pas fake news ? Au moins 6 degrés. Je sais peu. Je pense que c'est plus. Pareil, je pense que c'est plus aussi. Moi je dirais 5,2. Je me souviens qu'à court terme c'était 1,5 degré, mais jusque 2100 je sais pas. C'est les objectifs qu'on se fixe. Ah oui, C'était 5 pas degrés. 2 degrés en 2050 et du coup après si ça augmente plus, ouais 4,8. Alors je précise, ouais, ok. En fait c'est vrai, mais c'est le pire scénario, enfin le scénario le plus pessimiste. Donc on mesure déjà une augmentation de la température de 0,85 degrés entre 1880 et 2012. Et donc pareil pour le scénario le plus pessimiste, donc il y aurait 4,8 degrés en plus, et il y aurait aussi 98 cm de montée d'eau. Donc toujours à l'horizon 2100. Donc presque 1 mètre les mers augmenteraient d'1 mètre en plus. Maintenant, affirmation suivante. Donc en 1969, donc pendant la mission Apollo 11, la première mission qui a réussi à l'unir sur la Lune. Donc l'équipe de Neil Armstrong s'est posée sur la Lune, donc avec leur vaisseau de sortie, alors qu'il restait juste 20 secondes de carburant dans le vaisseau. Ah si vrai, tu poserais pas la question sinon. J'en ai jamais entendu parler. Mais... Ouais, ça pourrait être 21. Je dirais vrai parce que j'ai dit faux depuis le début. Et qu'à chaque fois c'était vrai. Donc moi je pense que c'est faux, parce qu'il faut bien qu'ils repartent quand même. Ils ont dû revenir sur la Terre. Bon, alors du coup, pour le coup, ils sont repartis par une autre méthode, mais ils ont réussi à repartir. Et donc c'est vrai. Donc quand ils ont à l'Uni, il restait que 20 secondes de carburant, puisqu'en fait ils sont à l'Uni suite à un problème technique 7 km plus loin que le point de rendez-vous normal. Donc c'est un des nombreux problèmes qu'a rencontré l'équipe de Buzz Aldrin pendant leur mission. Donc maintenant, on va parler astrophysique. Donc vous prenez les trous noirs. Est-ce que vous savez tout ce que c'est qu'un trou noir ? Vaguement. Alors un trou noir, c'est un objet astrophysique qui est très lourd, dans lequel l'information ne pourra pas s'échapper. En fait, par exemple, il va capturer la lumière, les étoiles, enfin tout ce qui va passer à proximité va se faire aspirer par le trou noir. C'est pour ça qu'il est noir d'ailleurs, parce que la lumière ne s'en échappe pas. D'accord. Okay. Voilà. Donc un trou noir. Donc j'ai dit que c'était un objet massif. Maintenant, je vous dis que si il y avait un trou noir qui faisait la taille du Soleil, donc parce que souvent les trous noirs sont énormes, s'il y en avait un qui faisait la masse du Soleil, il aurait une masse volumique de 1 tonne par centimètre cube. Ce qui voudrait dire que 1 centimètre cube de ce trou noir pèserait 1 tonne. Vrai ou faux ? Je dirais vrai aussi. Pour le coup, ouais, vrai. Ouais, je dirais aussi vrai.
Alors c'est faux puisque en fait c'est 20 milliards de tonnes. Voilà, donc on estime à peu près que un trou noir de la taille d'une balle de golf ferait la masse de la Terre. Donc c'est vraiment des objets qui sont extrêmement massifs. Du coup, c'est pour ça qu'en fait ils sans rentrer dans les détails, mais ils courbent l'espace-temps. Et c'est comme ça qu'ils capturent en fait tout ce qui passe autour. Ouais, voilà. Enfin, parce qu'ils sont très massifs justement. Affirmation suivante. Donc maintenant, on va parler un peu d'histoire avec Pythagore. Donc Pythagore, vous le connaissez tous avec son théorème, mais ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'il a dirigé une secte dans laquelle il parlait qui parlait de sciences, de maths, de philosophie, entre autres. Eh bien, je vous dis que des membres de la secte de Pythagore se sont suicidés parce qu'ils ont réussi à prouver que pi était un nombre décimal infini. C'est-à-dire que il y aurait un nombre, que pi en effet a une infinité de décimales de chiffres après sa virgule. Alors que eux pensaient que c'était juste 3,14 points par exemple. Alors déjà, chacun ses problèmes dans chaque société. Et oui, pourquoi pas. Ouais, ça doit être vrai. A priori, déjà être dans une secte, pareil. Ouais, ça commence mal en plus. Oui, déjà, secte, ouais, il y a moyen. Ouais, je dirais vrai aussi, parce qu'ils ont dû se rendre compte qu'ils étaient tout petits, et que tout ce qu'on leur disait était faux. Alors c'est faux. C'est faux, mais non, bah tu vas voir. En fait, c'était pas pour pi, c'était parce qu'en fait ils ont prouvé que racine de 2 n'est pas une racine rationnelle. En fait, une racine rationnelle, c'est juste que racine de 2, ça peut pas s'écrire comme un nombre entier divisé par un autre nombre entier. Par exemple, racine de 2, c'est 1,4 environ. Bah 1,4 et plein de chiffres après la virgule. Bah ça peut pas s'écrire comme un nombre entier sur un autre nombre entier. Et tu sais combien il y a de personnes qui sont suicidées comme ça ? Non, j'ai pas les chiffres. Bah, ils étaient 30 à cette époque. 3,14. Un génocide. Non, et du coup, voilà, ils ont fait une démonstration par l'absurde. Donc en maths, c'est un raisonnement qui dit que vous faites une démonstration et à la fin vous tombez sur un résultat impossible. Par exemple, 1 égale 2. Ça vous dit que le raisonnement que vous avez postulé au départ, bah il est faux. Et ils ont prouvé comme ça que c'est pas une racine rationnelle. Eh ben merci Florian pour ce quiz, il est déjà le temps de se dire au revoir. Nous nous retrouvons dans 2 semaines, mais si vous êtes impatient, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et même YouTube où vous pourrez retrouver les anciennes émissions. Merci à vous et tout le monde vous souhaite un bon week-end. If you wanna let go, so I'll let you go. You take mine, I'ma have yours. Woo, woo, woo. You continue riding. Now is the time if you wanna let it show. So just let it show. Oh, yeah, oh, yeah. Let yourself go, it's the right